bonsoir à tous. Bienvenue dans ce contre-courant exceptionnellement sans invité, où Alain Badiou aura la possibilité de s'exprimer longuement sur son rapport à la politique. Curieuse idée, nous direz-vous, de se lancer dans un éloge de la politique, comme ce soir, à quelques semaines à peine du premier tour d'une élection présidentielle, où celle-ci aura avant tout brillé par l'exhibition d'un paysage décomposé, livré aux seuls appétits de pouvoirs concurrents, réduit de manière toujours plus frappante à de véritables jeux du cirque. Qu'y a-t-il dans tout cela qui soit susceptible d'intéresser le philosophe ? Qu'y a-t-il encore de proprement démocratique dans ce spectacle organisé à échéance fixe? Où est le refuge de la politique aujourd'hui, s'il existe encore? Autant de questions auxquelles nous aurons à faire face ce soir. Alain Badiou, je commencerai par une question très simple. La politique peut-elle être autre chose, justement, que cette quête forcenée du pouvoir? Que répondez-vous à ceux, notamment aux jeunes gens, qui ne peuvent plus envisager la politique autrement que comme le lieu d'affrontement des cynismes et des opportunismes? C'est une longue histoire, n'est-ce pas? C'est une longue histoire parce que, en vérité, je pense qu'il y a eu dès le début, si on entend par début l'apparition même de la possibilité de la politique, c'est-à-dire en vérité l'apparition du pouvoir d'État, il y a quelques millénaires, pas si longtemps finalement. Il y a quelques millénaires est apparue cette question du pouvoir d'État et le mot politique a suivi assez tardivement d'ailleurs. Même chez Platon, politeian ne signifie pas encore politique, plutôt la Constitution, quelque chose comme ça. La politique a suivi ensuite et elle a été rapidement définie de façon principale, malgré tout, comme la question du pouvoir. La question de l'occupation et de l'exercice du pouvoir d'État au regard de collectivités constituées, de collectivités dont on connaissait, dont on identifiait les membres. Et donc il y a une première définition de la politique qui est que, après tout, la politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. C'est une définition simple, mais qui traverse quand même toute l'histoire. Et de cette définition peut découler une conception, malgré tout, assez cynique de la politique, et faite de concurrence, de rivalité, de brutalité aussi, afin de conquérir le pouvoir, de s'y installer et de l'exercer comme on l'entend. Et il y a des théoriciens, malgré tout, de cette fonction spécifique de la politique comme exercice du pouvoir, le plus grand d'entre eux étant Machiavel. Machiavel a décrit de façon extrêmement subtile, technique, les procédures diverses de lutte pour le pouvoir et d'occupation du pouvoir. Il occupe ainsi une place exceptionnelle de théoricien de la politique, si on la conçoit ainsi. Il est vrai qu'aujourd'hui, on ne souhaite pas revenir longuement sur les épisodes dont vous êtes partis, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas grand-chose d'autre que cela, avec tout ce que ça implique de vilenie, de corruption, de mensonges, etc. Mais après tout, déjà Machiavel montrait que ces ingrédients étaient fortement liés à la question de la politique et de son exercice. Et puis, il s'est constitué, dans une histoire très tourmentée, une autre conception de la politique, qui était que la politique, ça avait une relation constitutive avec la justice. Alors, la justice, c'est une notion très compliquée, à vrai dire, et les philosophes se sont escrimés tout le long de leur histoire de tenter d'en donner une définition précise. Mais en tout cas, si on définit la politique dans une relation quelconque avec la justice, on ne peut plus la définir simplement comme la conquête et l'exercice du pouvoir, mais ça devient de façon centrale la question de qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir juste. Qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir juste? Et le débat sur la politique concerne pas tant la pratique et l'exercice du pouvoir que sa nature propre, sa relation à la collectivité et les objectifs qui sont les siens. Alors entre la politique définie comme pouvoir, c'est-à-dire basculer entièrement du côté de la puissance de l'État, et la politique définie comme justice, c'est-à-dire plutôt basculer du côté de qu'en est-il dans cette affaire de la collectivité,
de la relation entre ses membres, de ses aspirations qui sont les siennes. Qu'en est-il de catégories comme l'égalité, la liberté, etc. Il y a à la fois un lien et un conflit, et c'est comme ça que je répondrai à votre question. Il y a un lien et un conflit. Il y a un lien parce que, en définitive, il n'est quand même pas vrai que la justice puisse rester une idée purement abstraite et n'avoir aucun pouvoir. Donc la justice, c'est aussi la question du pouvoir juste. Et d'un autre côté, le pouvoir séparé de la notion de justice est effectivement exposé à toutes les dégénérescences que l'on a constatées au long de l'histoire, et dont celle que vous citez n'est qu'un épisode qui n'est pas d'ailleurs parmi les plus brillants, même en termes de corruption. Alors voilà, c'est ça le champ général de la discussion. Et je voudrais juste ajouter un point plus moderne. L'idée s'est introduite assez tardivement, je pense, quelque part dans le XVIIIe siècle et ensuite dans les efforts des penseurs révolutionnaires du XIXe siècle. L'idée s'est introduite qu'à la fin des fins, il se pourrait qu'en réalité la justice soit incompatible avec le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir ne puisse être qu'un instrument transitoire, peut-être nécessaire, mais appelé à disparaître, de l'installation d'une justice qui, en quelque sorte, serait aux mains de l'humanité elle-même. Et alors ce serait ça l'achèvement de la tension, de la contradiction entre justice et pouvoir, cette idée qui est déjà présente dans la Révolution française sous la forme de la nécessité de la révolte contre tout pouvoir injuste. Donc le fait que le pouvoir injuste n'a pas droit au pouvoir, donc que seule la justice a réellement droit au pouvoir, qui introduit en quelque sorte une orientation un peu nouvelle dans le champ politique tout entier. Votre système de philosophie générale définit, pour ceux qui le connaissent bien, la politique comme une procédure de vérité, à côté de l'amour, par exemple. Alors, en quel sens l'entendez-vous? Parce que pour le sens commun, aujourd'hui, rien n'est plus disjoint que ces deux termes, politique et vérité. Oui, et d'ailleurs, pour revenir à Machiavel, il a largement défini la politique comme un art souverain du mensonge. L'habileté à mentir a toujours été considérée comme non pas comme une vertu, mais comme une nécessité du personnel politique en général, et aussi d'être en état de conquérir le pouvoir en faisant des promesses qui ne seront pas tenues. Ça, presque tout le monde connaît cette dimension de la politique. En vérité, quand je définis la politique comme une procédure de vérité, j'entends évidemment la politique en un des sens que nous venons de parcourir, de définir. C'est la politique en tant qu'elle est organiquement liée à la catégorie de justice. Et en même temps, la politique est une pratique, un processus. Il faut des acteurs, il faut des militants, il faut des organisations, il faut des mouvements populaires, etc. Il y a toute une série de caractéristiques descriptives de la politique au sens où j'en parle ici. Et tout cela combiné est en effet un processus dont on peut dire qu'il fait vérité de ce que la collectivité mérite d'être. C'est-à-dire une collectivité qui ne serait plus composée ou soumise à des autorités arbitraires ou à des divisions inexplicables, mais une communauté, une collectivité qui serait à elle-même son propre guide, sa propre orientation, et avec une norme qui serait une norme de justice. Autrement dit, chaque fois qu'apparaît dans le champ politique une nouveauté de ce genre, c'est-à-dire chaque fois qu'apparaît la possibilité nouvelle d'en finir avec un vieil ordre injuste, inégalitaire et divisé, au profit d'un ordre qui pourrait se représenter comme un ordre de la collaboration des agents entre eux et d'une maîtrise de l'humanité sur son propre destin. À chaque fois qu'apparaît quelque chose comme cela, c'est une invention, en réalité, c'est une création dans l'ordre de l'histoire. Et cette création dans l'ordre de l'histoire a un destin très particulier parce que, justement, elle est en exception du régime général. Elle se présente comme quelque chose de nouveau, et on sait bien que
les grandes révolutions ont toujours fasciné des publics gigantesques, précisément parce qu'elles proposaient cette nouveauté. Après, leur destin, c'est autre chose, leur destin réel, c'est autre chose, mais elles étaient déjà une proposition de nouveauté. Et c'est cette proposition de nouveauté que j'appelle une vérité. Vérité de quoi? Eh bien, vérité de la capacité d'un collectif humain à s'emparer lui-même de son destin et de sa configuration, sans avoir recours, de façon obligée, à la séparation d'un pouvoir dominant. Alors justement, vous évoquiez une communauté qui serait son propre guide, comme voilà, l'horizon à atteindre souhaitable. Dans les démocraties qui sont les nôtres, on le sait, l'intervention du peuple se limite le plus souvent à choisir au milieu d'une poignée de noms propres. Et une fois que le pouvoir a été remis à ce nom propre-là, le peuple disparaît. Le plus souvent, il devient même un gêneur. Quand on le consulte, ce qui arrive par accident, on regrette aussitôt de l'avoir fait. Donc je vous pose très simplement la question, Alain Badiou, vivons-nous encore, à vos yeux, dans une démocratie? Alors, vous savez, c'est en partie la question de la définition du mot. Démocratie, depuis un certain temps, est en fait conçue, non pas du tout comme une figure réelle de la vie collective, mais comme une forme de l'État. C'est-à-dire une remarque que faisait Lénine. Après tout, la démocratie, c'est d'abord une forme de l'État. Cette forme de l'État, quelle est sa caractéristique? Sa caractéristique, c'est que ça se présente comme une représentation, c'est-à-dire des représentants du peuple sont chargés de la gestion des affaires de l'État. Donc l'État est dans une figure représentative, et cette figure représentative fonctionne aux yeux de ses défenseurs comme démocratique, puisque, à la fin des fins, le peuple est régulièrement consulté et qu'après tout, il a la liberté de congédier les dirigeants qui ne lui plaisent pas et de nommer des dirigeants qui lui conviennent. Alors, si démocratie, c'est uniquement ça, c'est-à-dire la figure représentative et, à la fin des fins, l'organisation électorale de la vie politique, alors je dirais que nous sommes en démocratie, mais je dirais tant pis pour la démocratie. Tant pis pour nous et tant pis pour la démocratie. Il y a une autre conception, évidemment, de démocratie, qui est la dimension étymologique, c'est-à-dire la dimension pouvoir du peuple. Démocratie, en grec, ça veut dire pouvoir du peuple. Alors, pouvoir du peuple, ça n'inclut pas l'idée de représentation. Ce point a été discuté depuis longtemps, puisque Rousseau, par exemple, qui est un des grands théoriciens du XVIIIe siècle de la démocratie, considérait que la figure représentative ne méritait pas le nom de démocratie. Qu'elle n'était pas démocratique parce qu'elle n'était pas le pouvoir d'un peuple rassemblé, mais elle était la désignation périodique de représentants qui faisaient après ce qu'ils voulaient en réalité et qui mentaient au peuple comme des arracheurs de dents. Alors, moi, ce que je pense sur ce point, c'est que si on utilise démocratie, il faut préciser le sens qu'on lui donne. C'est-à-dire le sens ordinaire, courant, dominant, à savoir la mécanique électorale et représentative, ou bien des processus concrets qui peuvent être très variables, qui représentent alors non pas du tout cela, mais qui représentent en réalité l'expression possible d'une volonté populaire sur des questions déterminées. Et ça, on le voit dans certaines circonstances. On voit apparaître des assemblées générales dans une grève d'usine, on voit apparaître dans l'histoire récente des occupations de places délibératives dans certains pays, on voit apparaître des mouvements de masse qui, d'une certaine façon, ne procèdent pas à des délégations stables et électorales, mais décident d'un certain nombre de choses et d'orientations dans le rassemblement du peuple lui-même. Alors ça a été figé un peu dans l'opposition classique entre démocratie représentative et démocratie directe, ou démocratie représentative et démocratie de masse, mais ça a quand même une signification véritable, et je pense que nous savons que le régime dans lequel nous vivons n'est pas démocratique au sens authentique du terme, d'autant moins, ça c'est quand même le point fondamental, parce que nous ne sommes pas du tout sûrs que les gens que nous désignons et qui nous représentent, nous ne sommes même pas sûrs que ce soit réellement eux qui décident. Dans
le monde tel qu'il est. C'est ça le point qu'il faut ajouter. Si encore c'était eux qui décidaient, on y regarderait de plus près. Mais il semble qu'il y ait des maîtres cachés dans l'ombre. Hein. Il semble bien que, en fin de compte, le dirigeant qui n'est élu par personne d'une grande multinationale a des pouvoirs plus étendus auprès du gouvernement que n'importe quel rassemblement populaire. On voit très bien que la question économique et financière est si prégnante en réalité dans la conduite des affaires aujourd'hui que non seulement les représentants ne font finalement que représenter, mais je dirais ils font largement que de la représentation, justement. C'est-à-dire que la nature effective du pouvoir leur échappe sur la plupart des questions importantes. Alors, entre la pression internationale, les organismes irresponsables, comme par exemple la Commission européenne, qui ne sont eux désignés par personne, hein, et les dirigeants des grandes firmes et tout le monde de la spéculation et de la finance, sans compter les militaires et les grandes institutions de ce genre, tout un personnel gravite autour de l'État, dont la capacité de décision est tout à fait importante, et réduit en réalité la contribution du citoyen quelconque largement à une mise en scène. Alors vous parliez justement de la distinction entre démocratie de masse et démocratie de type référendaire, où le peuple est beaucoup plus directement consulté, beaucoup plus fréquemment. Mais si on en reste à cette distinction-là, est-ce que notre situation finalement n'est pas inévitable? Je veux dire par là que cette dépossession démocratique que nous ressentons, est-ce qu'elle n'est pas finalement un mal inévitable dans des États aussi vastes que les nôtres? Vous citiez à l'instant Jean-Jacques Rousseau, c'est l'une de ses objections justement. Il considère que la démocratie ne peut pas exister autrement que dans de petites communautés, de petits États. Alors là, nous entrons dans un examen tout à fait différent. Nous entrons dans l'examen de ce qu'est le processus politique conçu en lui-même, non pas par des rendez-vous périodiques décidés par l'État, mais en tant que pensée, pratique, exercée par les gens eux-mêmes avec des finalités déterminées. Pour moi, la politique, c'est d'abord ça. La politique, je pense qu'il faut d'abord la concevoir dans une distance assez grande à l'État. Si on est trop près de l'État, on va tout de suite dire la politique, ça consiste à s'emparer de l'État, parce que si on n'en s'empare pas de l'État, on ne peut rien faire, on n'a pas de pouvoir, etc. Mais ça n'est pas vrai. La politique, par exemple, ça inclut un élément fondamental qui est la vision qu'on se fait et qu'on soutient de ce que l'humanité doit devenir. Et sinon l'humanité, du moins la collectivité à laquelle on appartient. Cette collectivité, elle existe en effet dans la figure des grands pays, mais elle existe aussi à des échelles très variables. Elle est représentée au niveau national, mais elle est représentée dans des niveaux communaux, dans des niveaux syndicaux, dans des grandes entreprises, dans des foyers de travailleurs étrangers, etc. etc. Donc la société est en réalité un maillage complexe à l'intérieur de laquelle la possibilité de convoquer des assemblées et de discuter de ce qu'on veut faire est en réalité constamment ouverte. Et qui peut faire ça? Peuvent faire ça ceux qui ont une conviction stratégique, finalement, quelconque, sur ce que la société doit devenir. Donc la politique, c'est quand même d'abord le rapport entre ceux qui sont porteurs d'une vision un peu clarifiée de ce qu'ils pensent que la société doit devenir, et puis l'existence effective et concrète de cette société elle-même. Bon, ça s'est appelé, dans la période révolutionnaire classique, ça s'appelle le travail de masse, c'est-à-dire le militant, qui est au fond celui qui a une idée, voilà, celui qui partage une idée sur le destin de la collectivité. C'est quelqu'un qui fait dans son existence propre des trajets nouveaux, qui rencontre effectivement le maximum de gens dans des situations différentes, qui avec eux discutent de cette situation du point de vue de l'idée générale, du point de vue de la situation d'ensemble, qui fait là-dessus un travail à la fois d'éducation, de discussion, d'éclaircissement, qui recueille les idées des gens qui sont internes à la situation et qui travaille à la transformer à l'échelle où ils se trouvent. Alors, cette échelle, ça peut très bien être l'échelle d'une cité, l'échelle d'un marché, l'échelle d'une ville, dans certaines circonstances, l'échelle d'une région ou d'un pays.
ça dépend de circonstances qui sont des circonstances de l'histoire. Alors la rencontre entre la politique et l'histoire, ça c'est une grande question. La politique ne devient historique à proprement parler que dans des circonstances exceptionnelles, dans ce que j'appellerais des événements politiques, alors des événements qui créent des possibilités à grande échelle. Mais même s'il n'y a pas de possibilité à grande échelle, eh bien, il faut travailler à petite échelle. Voilà. C'est-à-dire que la conviction politique doit exister, et on sait que si elle existe à petite échelle, ça renforcera beaucoup son existence à grande échelle, si un événement vient saisir et mobiliser une grande partie de la population. Alors là, ce serait une nouvelle définition de la politique. Moi, ce que je pense, c'est que la politique, c'est faire exister une idée, c'est-à-dire une vision réfléchie et discutable de ce que la collectivité peut et doit devenir, d'expérimenter cette idée, cette vision, à l'échelle où on peut le faire. Voilà. Et en réalité, les événements peuvent nous servir. En fait, un grand événement politique, à mon avis, c'est le moment où cette possibilité se met à exister à grande échelle. Et quand elle existe à grande échelle, alors on voit apparaître de tous les coins où les discussions à petite échelle ont eu lieu, des gens qui vont donner leur avis, qui vont orienter le courant des choses, qui vont prendre des décisions. Et l'État, eh bien, l'État sera jugé à ses réactions dans ce genre de circonstances. C'est-à-dire que l'État ne sera pas nécessairement ce dont il faut absolument s'emparer, mais s'il s'oppose de façon énergique, vigoureuse, à ce que se déploie cette démocratie qui, elle, est la démocratie réelle, qui est la démocratie politique effective, eh bien, il faudra en tirer les conséquences, l'affronter, se replier, ne pas l'affronter. Ça, c'est des décisions qui dépendent de la situation. Et donc, pour conclure là-dessus, la politique, d'une certaine manière, c'est pris entre deux dimensions qui sont très distinctes l'une de l'autre, mais dont la fusion crée justement l'être politique. D'un côté, la situation effective de la collectivité, y compris l'État d'ailleurs, l'état des choses, mais l'état des gens, et de l'autre, une discussion fondamentale sur l'orientation principale à partir de laquelle on va examiner la situation et la juger. Et moi, je pense que dans le monde contemporain, en vérité, probablement depuis le XIXe siècle, depuis la Révolution française, il y a au niveau de l'idée deux orientations fondamentales et deux seulement. Voilà. Et que la politique, c'est tout de même le jeu de ces deux orientations quand elles existent. Il y a l'orientation dominante de façon écrasante aujourd'hui, qui est l'orientation selon laquelle, en définitive, les vrais maîtres des sociétés sont les maîtres économiques, c'est-à-dire sont les maîtres possesseurs des instruments de production et contrôleurs de l'espace financier, que dans une large mesure, les alternances politiques importent peu, parce qu'en définitive, ils vont faire à peu près la même chose, parce que c'est ce que ces gens exigent et demandent, et donc ils vont nous expliquer que bien sûr ils ont promis ceci et cela, mais que la situation étant ce qu'elle est, ils doivent faire comme tout le monde, hein, c'est-à-dire comme leurs prédécesseurs, mais c'est normal d'une certaine façon. Et ça, c'est une orientation, alors on peut l'appeler, c'est une voie au sens le plus large du terme, on l'appellera la voie capitaliste, parce que c'est son nom le plus... Et puis il y a, où il y a faiblement, où il y a presque pas, mais où il y a eu plus fortement, une autre voie qui dit que la collectivité doit se réapproprier l'ensemble de son existence, et qu'en particulier, elle doit se réapproprier l'ensemble des moyens économiques, productifs et financiers. Voilà. Et ça, c'est la voie, elle a été appelée la voie communiste, et moi je pense qu'il faut continuer à l'appeler comme ça, parce que d'une certaine façon, elle dit bien ce qu'elle veut dire, c'est la voie de mettre les choses en commun. Et la politique étant non pas la désignation de gestionnaire de la santé du capitalisme contemporain, mais étant la mise en œuvre du fait que ce qui est commun, le bien commun, doit être exercé en commun. Voilà. Et je pense que l'existence de ces deux voies est le principe majeur de l'existence effective de la discussion politique. Sinon, la discussion politique, il faut bien voir, ça devient une discussion gestionnaire. Et gestion et politique, c'est tout à fait différent.
Les candidats qui se présentent en ce moment, ils nous proposent des gestions un peu différentes du capitalisme existant, c'est tout. Voilà. Alors, il y en a qui disent qu'il faut durcir les règles, d'autres qu'il faut plutôt les assouplir. Enfin, ils sont d'accord sur le fait qu'il s'agit de gérer tout ça. Et pour moi, la confusion entre gestion et politique est tout à fait fatale à la politique. La politique, ça commence par le fait qu'il y a deux orientations majeures, il y a deux voies, et qu'avant toute chose, le choix doit se faire sur la voie dans laquelle on est engagé. Alors en effet, depuis la chute du mur, et en réalité même depuis la fin des années 70, une seule voie semble admise en Occident en matière de politique. La politique gestionnaire, celle de ce que Marx appelait les fondés de pouvoir du capital, que vous décriviez à l'instant, et face à laquelle la politique communiste semble totalement forclose, hors du champ même de la discussion véritable. Les gauches de gouvernement n'essayent même plus en Europe, dans l'Europe entière. Tous les partis socialistes sont désormais ralliés à l'ordre néolibéral, et même ceux qu'on appelle la gauche radicale appartiennent bien souvent à des sortes d'hérésies socialistes, en réalité, qui ne correspondent pas à l'idée communiste, évidemment telle que vous l'aimez, tel que vous en parlez. Alors, je vous pose une fois encore très simplement la question, même si elle est redoutable de difficulté cette fois, comment réouvrir le champ de ce possible-là, puisque le mot lui-même est banni du champ politique. Oui, quand un mot est banni du champ politique, il n'y a plus qu'à essayer de le réintroduire pour commencer. Donc de ne pas en avoir peur, de ne pas contribuer à sa liquidation. Mais ce que je voulais te dire est d'une autre nature. D'abord, il faut se demander pourquoi. Pourquoi cette hypothèse, qui a été quand même extrêmement forte dès sa création, d'une certaine manière. Il faut remonter jusqu'aux années 1840 pour la voir apparaître, cette autre voie, cette hypothèse désignée dans le manifeste de Marx comme, en effet, une autre façon d'envisager l'histoire humaine dans son ensemble, finalement. Et elle a remporté, en apparence, des victoires considérables dans des pays aussi importants que la Russie et la Chine pendant le XXe siècle. Alors, je pense qu'une tâche importante, qui est une tâche de la pensée et de l'expérience, c'est d'abord de faire de cette affaire un bilan indépendant. C'est-à-dire de ne pas se rallier au bilan dominant, bilan qui est évidemment tout à fait intéressé. Le bilan dominant consiste à dire, grosso modo, tout ça est de l'ordre du crime. Alors tout ça est de l'ordre du crime, ça a donné des états criminels, par conséquent, c'est même plus la peine d'en parler, c'est même plus la peine d'en discuter, et au fond, il y a là non pas seulement l'entreprise qui consiste à vaincre une orientation, mais l'entreprise consiste à la faire disparaître. Et c'est le point où nous en sommes aujourd'hui. Au fond, la grande victoire de la réaction capitaliste dans la partie finale du XXe siècle, parce que tout ça date des années 80, c'est assez récent, la grande victoire, à mon avis, a consisté à faire disparaître l'hypothèse alternative. Pas simplement à la combattre, mais à faire comme si elle n'existait plus. À la criminaliser. Oui, en la criminalisant et en employant tous les moyens nécessaires pour que l'opinion soit entièrement désarmée sur ce point. Donc il y a une tâche très importante qui est de faire notre propre bilan de cet échec, qui doit se faire à la lumière du maintien de l'hypothèse. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de dire « ceci a échoué » de l'intérieur d'une hypothèse que nous maintenons, et nous devons, de l'intérieur de cette hypothèse, expliquer pourquoi ça a échoué, ou de dire « ça a échoué, donc nous rallions l'hypothèse opposée ». C'est là une discussion très fine, mais très importante. On ne va pas donner les mêmes explications que celles qui ont été données par la criminalisation dominante. On va dire, voilà, comment se fait-il que, alors que le but explicite de cette voie émancipatrice était d'affaiblir progressivement la séparation et l'autorité de l'État, comment se fait-il que ça a en effet donné, au contraire, des États extrêmement brutaux, concentrés et autoritaires? Bon. Donc, quelque chose, là, n'a pas été du tout homogène à l'orientation prévue. De même, comment se fait-il que, alors que
le programme communiste a toujours été de lutter contre ce qu'il appelait les grandes différences, c'est-à-dire de lutter contre la différence entre le travail intellectuel et le travail manuel, de lutter contre la différence entre les villes et les campagnes, de lutter contre la différence entre tâches de gestion et tâches d'exécution. C'était un programme fondamental du communisme sous toutes ses formes, que de proposer une idée du travail que Marx appelait celle du travailleur polymorphe. C'est-à-dire on ne divisait pas la société en catégories spécialisées et naturellement toujours hiérarchisées, hein, les travaux les plus bas étant les plus mal rémunérés, les travaux de gestion étant honorés. Comment se fait-il qu'en réalité, notamment en Union soviétique, cette spécialisation s'est figée, au contraire, elle a continué, elle a duré, et le statut des ingénieurs est resté complètement différent du statut des ouvriers. Je voudrais signaler en passant qu'il y a eu des réflexions très importantes sur ce point pendant la révolution culturelle en Chine qui a échoué finalement. Mais il y a eu des réflexions très importantes spécifiquement sur ce point. Il y a des textes admirables, notamment des textes issus des ouvriers de l'usine de machines-outils de Shanghai, etc., qui expliquent comment ils ont tenté de faire en sorte que la gestion des usines soit tout à fait différente de la gestion des usines en Occident ou dans la figure capitaliste ordinaire, comment on pouvait recueillir les inventions matérielles des ouvriers et en faire quelque chose, comment il devait y avoir des discussions entre les cadres et les ouvriers sur les initiatives, y compris les initiatives techniques, etc. Il y a eu tout un bouillonnement d'idées là-dessus. Et ça, c'est le genre de choses dont il faut s'inspirer pour maintenir, en réalité, les grands principes du communisme. Les grands principes du communisme, il y en a 4, à mon avis, donc on peut le dire simplement. Le premier, c'est que... le premier principe, c'est qu'il faut arracher l'appareil productif au contrôle de la propriété privée. C'est-à-dire qu'il faut en finir avec l'oligarchie qui domine actuellement le monde entier. Un chiffre que j'aime dire et que je répète sans arrêt, c'est que, parce qu'il faut le connaître, c'est qu'aujourd'hui, 264 personnes en revenus et en patrimoine possèdent autant que 3 milliards d'autres, qui est une concentration inouïe de la richesse, sans précédent dans l'histoire humaine. Alors, il faut en finir avec ça. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'il faut justement essayer d'en finir avec les figures de la division spécialisée du travail, et en particulier les divisions hiérarchiques entre tâches de direction et tâches d'exécution. Le troisième, c'est qu'il faut essayer d'en finir avec l'obsession des identités, et en particulier de l'identité nationale. Pas oublier que Marx, entre autres choses, déclarait avec une certaine violence que le prolétaire n'a pas de patrie, et par conséquent, ne plus soumettre la politique au carcan des identités, qu'elles soient nationales, religieuses, sexuelles, etc., est aussi un but fondamental. Et le dernier, mais qui en un certain sens commande tous les autres, c'est de faire tout cela, non pas en renforçant sans arrêt les mécanismes autoritaires de l'État, mais au contraire en diluant petit à petit l'État dans les délibérations collectives, ce que Marx a appelé le dépérissement de l'État. Donc, pour répondre à votre question, l'échec qu'on peut appeler les communismes d'État de la période précédente, elle doit être examinée en fonction de ces 4 principes. Dans quelle mesure ont-ils réellement tenté de les mettre en œuvre? Dans quelle mesure, au contraire, ont-ils essayé de contourner ces principes pour des nécessités de développement économique, de puissance, etc., etc. Et donc de trouver les racines de l'échec de ce communisme dans une infidélité à lui-même, et non pas, comme le dit l'opinion commune, par une obstinée fidélité à lui-même. C'est en étant infidèle à lui-même, c'est-à-dire en se divisant, en créant en son propre sein une oligarchie conservatrice, en réalité, que ce communisme a fini par échouer. Un exemple patent est que la Chine, qui est devenue une grande puissance impériale et capitaliste aujourd'hui, n'a même pas eu besoin de changer le nom de son parti dominant, le Parti communiste chinois, qui n'a absolument rien de communiste, aucune caractéristique communiste, mais il a pu continuer à s'appeler comme ça, ce qui prouve bien que c'est de l'intérieur de la force politique dominante elle-même que s'est installé petit à petit le renoncement aux objectifs qui devaient être de la politique d'émancipation aujourd'hui.
Alors, que répondez-vous justement à ceux qui considèrent que cet échec du communisme était inscrit dans la nature même de son projet et qu'allant aussi violemment à rebours de la loi du monde, il ne pouvait le faire qu'en exerçant une violence maximale? En d'autres termes, changer l'homme, est-ce une bonne chose? Mais l'hypothèse que l'homme est l'homme tel que le décrit le capitalisme dominant, c'est une hypothèse anthropologique tout à fait erronée. Autrement dit, l'idée fondamentale de toute cette affaire, qui commande en réalité la soumission de la politique aux intérêts économiques dominants, c'est que l'homme est une sale bête. C'est ça. C'est-à-dire que l'homme est nécessairement intéressé, que l'individu n'obéit qu'au principe de sa propre puissance et de sa propre survie, etc. Mais on a d'innombrables exemples du contraire. Bien entendu, c'est une lutte, c'est un conflit, souvent un conflit interne à chacun des membres de cette humanité, mais l'idée que l'intérêt est le centre absolu de l'existence humaine, qu'elle soit individuelle ou collective, est une idée qui, à mon avis, est inexacte, tout simplement. Je ne dis pas naturellement que l'intérêt n'existe pas, mais on a d'innombrables exemples de gens qui font avec passion des choses qui ne sont pas commandées par leur intérêt, mais par l'intérêt des autres, par l'intérêt de la collectivité, par l'intérêt de gens qu'ils connaissent, par l'intérêt du groupe auquel ils appartiennent, et qui surpassent naturellement, dans leur activité prolongée et quotidienne, la nécessité de l'intérêt. Donc le capitalisme exige que les gens se sacrifient pour une morale de l'intérêt. C'est tout de même un paradoxe en plus terrible. On dit aux gens, bien sûr, nous savons parfaitement que ce que vous aimez, c'est être riche, etc. Et c'est pour vous garantir que vous allez devenir riche, commencez par devenir un peu plus pauvre, travailler dur, etc. On voit très bien qu'il y a une contradiction dans cette procédure. Et cette contradiction, elle est de caractère philosophique, si je puis dire. C'est-à-dire c'est une vision de l'humanité qu'il n'y a aucune raison d'accepter. Et en réalité, c'est une division qui a déjà été constituée dès le XVIIIe siècle. C'est en fin de compte l'opposition sur ce point particulier entre Hobbes et Rousseau. On en est encore là. C'est-à-dire, pour Hobbes, l'homme est un animal féroce qu'il faut discipliner par des puissances extérieures. Pour Rousseau, l'homme est bon. Il est naturellement bon. Alors, naturellement bon, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que l'homme a des ressources et des capacités de faire quelque chose pour des motifs qui surpassent la représentation immédiate de son intérêt. Autrement dit, il n'est pas exactement un animal. Il n'est pas exactement un animal. Et moi, je pense que la vision capitaliste de l'humanité, c'est que l'humanité, c'est une sale espèce. Voilà. Et que, par conséquent, il faut la soumettre à quoi? Il faut la soumettre à un régime d'organisation des intérêts qui aboutira à ceci que, finalement, les plus chanceux triompheront et les autres seront des losers. Le communisme heurte certes une vision de l'homme qui serait entièrement, son comportement serait entièrement guidé par l'intérêt, mais il ne heurte pas que cette vision. D'ailleurs, chez Rousseau lui-même, l'homme est tout de même guidé par l'amour de soi, et l'intérêt qu'il peut prendre à autrui est une extension de cet amour de soi qui passe par le concept de pitié, ce genre de choses. Donc, ou chez Hume, l'homme est un animal partial, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait n'est pas entièrement guidé par l'intérêt au sens le plus étroit du terme, mais par exemple peut être guidé par l'intérêt qu'il prête à certaines personnes autour de lui, certaines personnes qu'il aime. Donc il est capable comme ça, aussi bien chez Hume que chez Rousseau, d'avoir une espèce d'extension de soi. Donc on ne peut peut-être pas, me semble-t-il, réduire entièrement, si vous voulez, toute vision étrangère au communisme à celle d'un intérêt strictement borné. Je pense que du point de vue de la politique réelle, c'est tout de même ce qui se passe. Et c'est tout de même ce qui se passe dans l'élément générique qu'il ne faut pas oublier du fait que le capitalisme, lui, n'a pas d'autre norme que le profit. C'est-à-dire que là, la dictature du profit dans le capitalisme intervient jusque dans l'organisation de la production et de la société elle-même. Et elle renforce de beaucoup la nécessité d'avoir une vision générale de l'humanité comme corrélée
directement à la fois au profit et aussi d'ailleurs à la spécialisation des tâches. C'est ça le problème, c'est que lorsque la discussion se fait entre Hobbes, Rousseau, Hume, etc., on n'est pas encore quand même entré dans la période où une petite oligarchie minuscule possède la moitié des biens de l'humanité. On n'est pas encore entré là-dedans. Pour eux, ce qu'ils voient comme le plus considérable propriétaire, c'est le propriétaire foncier du coin, hein, c'est-à-dire le seigneur du coin. Et là, on discute à partir de là, effectivement, sur l'intérêt. Mais il faut voir à quelle machinerie nous avons affaire aujourd'hui, tout de même. C'est-à-dire que la loi fondamentale du capitalisme, c'est la concentration du capital. Ici, nous en avons tous les jours des exemples spectaculaires, y compris vous-même, n'est-ce pas, tout de même. Vous savez, vous avez payé, si je puis dire, pour le fait que votre journal était acheté par des capitalistes qui, eux, ne considèrent que leur intérêt, ça c'est sûr, et qui s'en vantent de surcroît, qui en sont très contents. La totalité de la presse et des moyens d'information de ce pays ont été achetés par les ténors du CAC 40. Hein. Et la concentration du capital est si intense qu'aujourd'hui, il y a doute sur la question de savoir si cette concentration permettra tout simplement d'offrir des moyens de survie à l'humanité tout entière. C'était aussi une prévision de Marx. Il se peut que l'accumulation du capital se fasse dans des conditions telles qu'à un moment donné, le profit devient impossible si on donne du travail à tout le monde. Aujourd'hui, il y a probablement 3 milliards de personnes qui sont des surplus purs et simples, c'est-à-dire qui ne sont ni salariés, ni propriétaires, ni paysans avec une terre, et qui errent dans le monde à la recherche d'un lieu de survie. Dans ces conditions-là, je suis bien d'accord avec vous qu'il faut nuancer qu'il existe des intérêts, que toute figure de subjectivité est dialectique, bien entendu. C'est d'ailleurs l'objet aussi des discussions politiques, de constater qu'il y a des divisions à propos de toutes les questions qui peuvent concerner l'intérêt commun. La définition de l'intérêt commun est toujours assez complexe, je suis d'accord. C'est un enjeu de la politique, précisément, de se donner les moyens de réunion et de discussion qui déterminent l'intérêt commun. Mais le monde tel qu'il est, et en particulier depuis qu'il se sent libéré de toute alternative, est un monde d'une férocité absolue. Et j'ajoute que, étant donné qu'il reste marqué par des rivalités profondes, notamment entre les anciennes puissances dominantes de l'Occident européen et américain et les nouveaux capitalismes issus du communisme, à savoir les Russes et les Chinois, c'est un monde qui, livré à lui-même, nous conduira à la guerre. C'est certain, comme il l'a déjà fait par 2 fois au cours du siècle précédent. Mais faisons un petit pas en arrière par rapport à ce que vous disiez à l'instant, puisque parmi les obstacles au retour de l'hypothèse communiste que vous appelez de vos voeux, vous savez très bien, vous le rappeliez à l'instant, qu'il y a l'ampleur des crimes qui ont été commis au XXe siècle en son nom. Alors, je ne vous apprends rien, on vous reproche tout le temps, Alain Badiou, dans l'espace public, chez les journalistes, ce n'est pas un mystère de persister dans ce que eux décrivent comme une erreur perseverare diabolicum, et de n'avoir jamais cédé sur la défense non seulement de l'hypothèse communiste d'un point de vue théorique, mais aussi sur certaines de ces illustrations historiques les plus célèbres, les plus récentes. Je pense par exemple à la révolution culturelle chinoise dont vous continuez d'une certaine façon à vous réclamer. Alors ce que j'aimerais vous demander ce soir, c'est quelles leçons vous avez personnellement tirées des vastes crimes commis au XXe siècle au nom du communisme. Alors, parce que vous en avez tiré, contrairement à ce que certains prétendent. C'est une question d'autant plus légitime que j'ai dit tout à l'heure que nous devions absolument proposer notre propre bilan de l'ensemble de cette histoire du communisme réel. Voyez-vous, je pense qu'au cœur de la méditation sur ce point, il y a la question de l'État. Il y a la question de l'État. C'est-à-dire celle dont nous sommes partis au tout début. Chez Lénine encore, on trouve la conviction que la politique, la question centrale de la politique, c'est la question du pouvoir. Il le dit encore.
il sera d'ailleurs amené à s'inquiéter, à nuancer ce jugement plus tard, dans les années 20. Mais il le dit encore. Et ce qui me semble, c'est que la figure du communisme historique au XXe siècle, c'est en quelque sorte résumé à la conviction profonde que si l'État était aux mains d'une organisation dont le programme n'est pas le capitalisme, mais l'édification d'une économie de type différent, alors on aura résolu le problème essentiel de la voie communiste. Or, ceci est inexact. Ceci est inexact et pour plusieurs raisons. La première, c'est que la surveillance de la voie communiste, la délibération de son existence ne peut pas être déléguée, précisément. Elle ne peut pas être soumise à la loi de la représentation. Autrement dit, le thème du parti du prolétariat, du parti communiste, comme concentrant en lui-même la totalité du processus politique, est une idée erronée. Nous savons maintenant que c'est une idée erronée. C'est une idée qui a obtenu un grand succès. Il faut quand même bien voir que la révolution russe est d'une certaine manière un épisode sans précédent dans l'histoire. C'est la première fois qu'en effet, des gens sont arrivés au pouvoir qui n'étaient pas des représentants de tel ou tel secteur de la propriété privée, agraire ou industrielle. Mais ils sont arrivés au pouvoir grâce à des formes d'organisation qui le leur ont permis. Ils sont arrivés au pouvoir, mais arrivés au pouvoir, des tâches toutes nouvelles leur étaient proposées. Des tâches toutes nouvelles pour lesquelles le simple appareillage du parti ne suffisait pas. Il ne suffisait pas parce qu'il ne représentait pas à lui seul un contrôle suffisant par les gens eux-mêmes du destin de la collectivité, ce qui était quand même le programme fondamental du communisme. Et aussi bien d'ailleurs Lénine que Mao Tse-tung, il faut connaître les textes sur ce point, se sont extrêmement vite inquiétés de ce point. Ils se sont inquiétés de ce point. Lénine, une des dernières idées de Lénine a été qu'il fallait, qui considérait qui jugeait la situation de façon extrêmement brutale, en disant finalement on a reconstitué une clique de dirigeants étatiques qui ne vaut pas un clou. Vraiment, c'était à peu près de cet ordre-là. Et il voulait créer ce qu'il appelait une inspection ouvrière et paysanne qui inspecterait directement l'État. Donc il voulait avancer dans la voie communiste en s'appuyant, malgré tout, sur une convocation des ouvriers, des paysans, faire des assemblées qui seraient des assemblées où on jugerait l'État. Et Mao Tse-tung, dont ça a été la ligne constante, a lancé le plus grand mouvement de masse du XXe siècle, la révolution culturelle, où des dizaines de millions d'étudiants, de jeunes, d'ouvriers sont descendus dans les rues des villes. Il a lancé ce mouvement contre qui? Contre l'État parti, contre la fusion de l'État et du parti. Il faut savoir que quand on a demandé à une fois à Mao Tse-tung, mais vous dites que la bourgeoisie est là, mais où est la bourgeoisie? Il a répondu, la bourgeoisie est dans le Parti communiste. Et donc, il a dialectisé la situation jusqu'au point où la création de cette fusion entre un État extrêmement violent et autoritaire et un parti communiste tout-puissant était une hérésie au regard même du mouvement communiste. Donc, la leçon principale à tirer concerne la politique, justement. La politique, ça n'est pas réductible à la prise du pouvoir par un organe apte à se saisir du pouvoir. La politique combine au moins 3 termes différents qui doivent constamment être en dialectique les uns avec les autres. Un terme qui est l'existence de mouvements populaires effectifs. Ce n'est pas la révolution populaire ne doit pas être le dernier mouvement de masse, absolument pas. Il faut que les masses continuent à intervenir. Comme disait Mao lorsqu'il avait devant lui des millions de gardes rouges, il leur disait « mêlez-vous des affaires de l'État ». Et oui, ce n'est pas simplement le parti qui doit se mêler des affaires de l'État, les gens doivent se mêler des affaires de l'État. Et je voudrais rappeler que là-bas, on s'est mêlé des affaires de l'État de façon extrêmement intense, et que les ministères eux-mêmes ont été ouverts à la foule, qui est entrée dans les bâtiments, qui a examiné les archives, etc. Ça ne s'était jamais vu nulle part ailleurs, ça. Donc, en matière démocratique... Donc, et ça, c'est un point absolument fondamental. Et il faut donc qu'il y ait des mouvements populaires. Ces mouvements populaires, comme toujours, se diviseront, discuteront, etc. Mais il faut qu'ils existent. Il
Il faut qu'ils existent, en particulier lorsqu'une question est incertaine, mal éclaircie. Il faut laisser les gens, ou comme le disait Mao dans une formule qui a été à un moment fameuse, on a raison de se révolter. Voilà. On a raison de se révolter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut, à l'autre extrémité, il va subsister quelque chose du pouvoir d'État pendant une longue période, bien entendu. Donc, on va avoir un face-à-face entre les masses et l'État. Il faut une organisation intermédiaire. C'est sûr, pour organiser la durée de la politique, il faut une organisation intermédiaire. Mais cette organisation intermédiaire, elle ne doit pas fusionner avec l'État, comme l'a fait le Parti communiste. Elle doit servir de relais dans la durée, dans la persistance, entre ce qui sort des mouvements populaires et les directives de l'État. Et il faut donc des organisations médiatrices, en quelque sorte, et non pas représentatives au sens de l'occupation de l'État au nom des bases. Donc, le problème, c'est une nouvelle dialectique de toute la politique, qui est une dialectique non pas à deux termes, les gens et l'État, avec le parti fusionnant avec l'État, mais qui est une dialectique à trois termes clairement distincts. Le mouvement populaire, auquel liberté doit être laissée de se révolter ou de proposer des choses nouvelles, l'organisation qui ne doit pas fusionner avec l'État, mais qui doit capillariser, recueillir l'ensemble de ce qui se discute au sein des masses populaires, et le pouvoir d'État qui doit être aussi contrôlé que possible par le mouvement général. Voilà. Alors c'est ça qui sera fait dans les siècles qui viennent. Puisqu'on en est au destin de l'hypothèse communiste aujourd'hui, on sent notamment autour de votre nom une grande anxiété, que le spectre ne rôde encore. Bon. J'espère bien. Il ne rôde que fort peu. J'ai souvenir de vous avoir vu, ainsi que Slavoj Žižek ou Tony Negri à Londres au milieu des années 2000, vouloir réactiver comme ça le nom communiste. Il était d'ailleurs très frappant de voir que la salle, à Londres, pourtant qui n'est pas vraiment une capitale marxiste, était remplie de jeunes gens et en très grand nombre. Où en est-on aujourd'hui ? Comment vous savez, je pense que comme ça a été le cas dans les années 1840, la séquence 1840-1860, il y a deux tâches distinctes, mais entremêlées. La première, c'est une tâche, en quelque sorte, théorique au sens large. C'est-à-dire, il faut ramener à la surface l'hypothèse communiste. C'est-à-dire, c'est la question de la voie, les deux voies. Il faut revenir à une situation où il y a deux possibilités, non pas une seule. Ça, c'est un travail qui se passe aussi dans les discussions avec les gens, avec les rassemblements, avec les occupations de place, etc. Mais c'est une discussion majeure, parce que depuis les années 80, le terrain est occupé par l'hypothèse qu'il n'y a qu'une seule voie. Et tant que nous ne créons pas d'écart significatif à grande échelle, dans l'esprit des gens, simplement, sur ce point qu'il faut passer du 1 au 2, voilà, eh bien, on sera dans une grande difficulté. Parce que même les grands mouvements, à ce moment-là, sont désorientés par l'absence de cette dualité des voies. Parce qu'ils essaient d'exister, mais à l'intérieur d'une voie qui est elle-même complètement incertaine. Ça, vous avez senti ça, par exemple, dans les récents mouvements des places, cette incertitude Absolument, absolument. Et y compris sous la forme terrible et spectaculaire d'un des plus grands de ces mouvements, qui était le mouvement égyptien, qui est parti sur le mot d'ordre Moubarak dégage, à savoir liquidons la dictature militaire, et qui s'est terminé 2 ans après par la restauration pure et simple de la dictature militaire. Donc il faut réfléchir. Pourquoi cette circularité ? Cette circularité, c'est précisément parce que, d'une certaine façon, on est resté à l'intérieur de l'hypothèse qu'il n'y avait qu'une seule voie. Et à ce moment-là, un pragmatisme l'emporte à la fin des fins, qui dit bah oui, mais finalement, c'est les gens qui sont là, cette voie, d'une manière ou d'une autre. Changeons quelques-uns, remplaçons, écartons Moubarak, prenons Al-Sisi, bon, voilà. Mais on sent bien que c'est la pression de l'existence d'une seule voie qui fait que l'esprit des gens n'est pas ouvert à une alternative véritable et complète. Et ça se gagne comment, ça se gagne par
par l'écriture, la discussion partout, avec tout le monde, le bilan du passé, la réhabilitation de certains aspects de l'expérience communiste, la circulation des textes, le fait de connaître ce qui s'est passé au moment de la révolution culturelle, tout ça. C'est-à-dire il faut des écoles de l'hypothèse communiste, écoles voulant dire qu'on en parle à tout le monde. Et ça, je pense que c'est la même chose que ce que tentait Marx. On est revenu au commencement. Il faut recommencer. Heureusement, on en sait un peu plus que lui quand même. Mais il faut recommencer, c'est-à-dire il faut implanter par tous les moyens l'existence d'une autre voie et organiser dans la société la lutte entre les deux voies. Voilà. Que la scène générale soit la lutte entre les deux voies. Après, le caractère tactique des choses, ce qu'on va faire, ça sera discuté à l'intérieur de chaque voie, d'ailleurs, mais aussi dans la nouvelle. Mais encore faut-il en finir, c'est une tâche peut-être longue et difficile, mais elle est prioritaire, il faut en finir avec la conviction qu'il n'y a qu'une seule voie. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est armé de ça, eh bien, traiter le maximum de situations qu'on peut traiter, aller où il y a des problèmes, se lier aux réfugiés, aux gens des foyers, aux ouvriers des usines, aux étrangers de passage, aller expérimenter les expériences qui se passent à l'étranger, regarder de près ce qui se passe lorsqu'il y a des mouvements de masse, et à l'intérieur de ça, organiser, chaque fois que cela se peut, la discussion entre les deux voies. Ça, c'est un travail faisable. C'est un travail faisable. Au fond, je pense que la situation était plus difficile pour Marx en 1850 que pour nous. Dans un récent recueil de textes, Parcours grec, où vous tirez notamment les leçons du naufrage de grec après l'espoir qui avait été levé en 2015, eh bien, vous dites que ce qui cimente les mouvements des places et qui les fait échouer, c'est le caractère seulement négatif de leurs revendications. Est-ce que vous pouvez développer ce point sur lequel notre époque vient tout le temps buter, finalement? Bien oui, parce que l'existence de deux voies, à partir de laquelle commence la possibilité de la politique, l'existence de deux voies ne peut pas se contenter de la négation d'une des voies. C'est-à-dire que vous soyez opposé à ce que les politiciens du jour vous présentent, est-ce que vous meniez des combats contre cela, etc., que vous disiez Moubarak dégage en Égypte, tout ça est nécessaire, et le mouvement de masse est volontiers négatif en ce sens-là. Les gens se rassemblent facilement contre quelque chose. Mais ce contre quelque chose ne constitue pas encore une politique, à vrai dire. De ce point de vue-là, le contre quelque chose, c'est la révolte. Je redirais avec Mao Tse-tung, on a raison de se révolter. Et si les gens ne se révoltent pas, il ne se passe rien à la fin des fins. Donc la révolte est absolument nécessaire. Mais en même temps, la révolte ne dit pas exactement, n'ouvre pas la discussion entre les deux voies. Elle consiste à dire tel aspect de la voie dominante, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Et peut-être que nous voulons autre chose, mais cette autre chose reste stratégiquement nébuleux. Et il faut faire attention au fait que le mouvement a en général une forte unité négative, mais que si on vient y discuter de politique, véritablement, il va forcément se diviser. Et il va forcément se diviser, pourquoi? Parce que les deux voies, elles existent, quand on les fait vraiment exister, elles existent dans l'esprit de chacun, c'est une discussion, c'est un choix, c'est une option. C'est pas la même chose que de dire ce gouvernement est néfaste et je n'en veux pas. Et donc ça, c'est un des aspects du travail dont vous me demandez de dire en quoi il consiste. Il faut absolument être présent dans les grands mouvements populaires, et il faut y être présent en essayant de chercher à ce que quelque chose d'affirmatif, quelque chose de positif soit mis en discussion. Alors c'est toujours très difficile parce que la négation est beaucoup plus facilement unanime que l'affirmation. Ça c'est vrai. Mais il faut en passer par là. Et si on considère que l'unité du mouvement est la seule chose qui doit être garantie à tout coup, on va échouer parce qu'on ne pourra pas faire ça.
Et donc il faut avoir le courage de dire, je suis du mouvement, mais je suis aussi le partisan de cette hypothèse-là, de cette voie stratégique-là, et je voudrais savoir comment le mouvement s'articule avec ça. Et donc, il faut être dans une maxime que les Chinois, une fois de plus, avaient mis à l'ordre du jour comme un point fondamental de discussion philosophique. Est-ce que la dialectique, c'est 2 fusionnent en 1, ou est-ce que la dialectique, c'est 1 se divise en 2? Et ils avaient conclu que c'était la deuxième formule qui était la vraie formule politique. Parmi les sujets fondamentaux politiques de notre temps, dans ce même livre, Parcours grec, que je cite parce que c'est l'un de vos plus récents livres d'intervention, vous dites que la question fondamentale politiquement aujourd'hui, c'est celle du sort du prolétariat nomade. Quel sort lui réserver? Et que c'est à partir de là, aujourd'hui, que s'organise la division entre politique réactive, réactionnaire, si l'on veut, et politique émancipatrice. Est-ce que vous pouvez développer ce point? Oui, alors, si on considère l'ensemble de l'histoire récente, on peut aller jusqu'aux 30, 40, 50 dernières années, en Occident, il est absolument évident qu'un point fondamental a été, dans un premier temps, la constitution d'un prolétariat international à l'intérieur de chaque pays. Parce qu'on parle des réfugiés, mais il faut se souvenir que des millions de travailleurs étrangers sont venus dans les usines françaises à partir des années 50. Il y a eu des Portugais, il y a eu des Algériens, et puis il y a eu des Africains, etc. Et donc, c'est constitué. Moi, j'ai quand même un peu fréquenté les usines. je les ai vus, j'ai parlé avec eux, j'ai fraternisé avec eux, j'ai fait de la politique avec eux. Dès cette époque, si vous vous tourniez du côté du prolétariat en son sens le plus classique, c'est-à-dire la masse des ouvriers des grandes usines, eh bien, c'était une masse internationale. Et c'était déjà un aspect tout à fait intéressant, et on pouvait parler du prolétariat international de France. Voilà. Après quoi, comme se sont produits des phénomènes de désindustrialisation massive dans nos pays, dont il faut tenir compte le plus grand compte, il faut voir la chose à échelle planétaire. À l'échelle planétaire, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des masses constituées de millions et potentiellement de milliards de gens qui sont purement et simplement démunis et dont les conditions de survie dans leur propre pays ne sont pas réunies. Que font ces gens? Ils s'en vont. Et, entre parenthèses, dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui, on ne peut que leur donner raison. Quelqu'un qui est au bord de la famine, qui a une famille, etc., qu'il s'en aille un peu à l'aventure pour voir où trouver quelque chose, c'est la moindre des choses. Le lui reprocher est une absurdité criminelle. Donc c'est ça que j'appelle le prolétariat nomade. Ce prolétariat nomade se constitue d'une part de phénomènes du même ordre que ceux qu'il y avait avant, des gens qui vont régulièrement travailler dans des pays étrangers, et puis une masse flottante de gens qui fuient des conditions de vie inacceptables là où ils sont, soit parce que les fondements économiques de leur existence ont été détruits, parce que, en général, les petites terres agricoles sur lesquelles ils vivotaient ont été acquises par des conditions, des consortiums prédateurs ou ne peuvent plus fonctionner, soit tout simplement parce qu'il y a des guerres civiles terribles, des guerres religieuses, des interventions occidentales, etc., et que le pays est dévasté. Et alors, je pense que c'est ça le prolétariat d'aujourd'hui, voilà, pour l'essentiel. C'est cette masse considérable de gens qui errent dans la surface du monde et qui en vérité, eux, réalisent dans la situation concrète le fameux énoncé de Marx, les prolétaires n'ont pas de patrie. Alors pour le coup, c'est devenu purement et simplement le réel. Ils n'ont pas de patrie, ils en cherchent une après tout. Ils en cherchent une. Et la politique, ça consistera et ça consiste à se lier à ce prolétariat nomade et à le constituer autant que faire se peut dans une orientation politique nouvelle, d'autant plus que, pour le coup, alors, on aura d'emblée une politique qui devra se dessiner à échelle internationale.
Et à l'international ne sera pas seulement une construction laborieuse de représentants des différents pays, mais quelque chose qui directement sera en prise sur la situation mondiale des populations. Alors que répondre à, parce que vous parliez de Rousseau, nous parlions de Rousseau tout à l'heure, à l'objection rousseauiste justement selon laquelle une politique réellement démocratique ne peut se développer que dans un espace clos et dans un espace fini, dans un espace plutôt étroit en définitive. Mais je crois que moi personnellement, je pense aussi que l'âme de la politique, c'est la réunion. C'est la réunion. C'est là que la politique existe. La réunion, allant de la réunion d'un petit noyau de gens dans une usine à de vastes meetings populaires. La réunion, c'est le cœur de la politique parce que c'est là que, quelle que soit l'échelle, les populations vérifient leur existence et leur capacité. Mais je pense que, alors évidemment, on va dire, ah, la réunion mondiale, c'est pas facile. Mais ça, c'est une objection un peu formelle. En réalité, on peut organiser un tissu de réunions, un tissu d'assemblées, un tissu qui soit opératoire au niveau de l'examen et de la décision de situations qui ont des effets mondiaux. Parce qu'il faut bien voir, le capitalisme, lui, est mondialisé aujourd'hui. Les grandes firmes, à travers la concentration du capital, ce sont des gens qui sont aussi à l'aise à Shanghai qu'à Chicago ou à Buenos Aires. Hein. Donc la seconde voie, la voie communiste, a un grand retard sur cette mondialisation. Elle reste largement enfermée encore dans une vision assez étroite. C'est pour ça que je trouve que, par exemple, l'idée que le plus urgent, c'est de se retirer de l'Europe ne me convainc pas, parce que je pense que finalement, si ça tourne au repli national, on trouvera plus repli national que nous. Hein. Marine Le Pen est là pour veiller au grain du repli national. Donc, se retirer d'une union monétaire, par exemple, n'est pas renoncer à cultiver une fraternité européenne. Non, mais peut-être faut-il je ne veux pas entrer dans la discussion sur la question de la monnaie, mais moi je crois que l'espace de l'adversaire étant mondialisé, notre espace doit l'être aussi, voilà, et que les figures du repli national font partie des causes de l'échec des communismes précédents. En fin de compte, ils n'ont pas su internationaliser véritablement parce qu'ils ont déclaré des choses comme c'est la patrie du socialisme, mais la patrie du socialisme, c'était un peu contradictoire avec le fait que les prolétaires n'ont pas de patrie, justement. Il y avait quelque chose là qui ne marchait pas. Donc un internationalisme véritable est nécessaire. La question des tactiques de cet internationalisme, est-ce qu'il faut être dans tel... Ça, c'est de la politique d'État. C'est pas la peine de se casser la tête sur des décisions que nous ne prendrons pas, parce qu'elles ne sont pas au niveau qu'on peut prendre. Ce que nous pouvons faire, nous, c'est nous réunir activement avec des gens venus de partout, partager leurs expériences et prendre des positions concernant les situations les plus diverses. Ce qui probablement serait très utile aujourd'hui, c'est la création d'un journal communiste mondial qui aurait en fait un comité de rédaction lui-même mondial et qui se diffuserait dans le plus grand nombre de langues possibles et qui comporterait deux choses, à la fois des études théoriques, idéologiques, politiques sur la situation dans le monde, la construction aujourd'hui de la deuxième voie, etc., et d'autre part des bilans d'expérience concernant l'activité populaire dans tel ou tel coin, les conquêtes obtenues, les victoires obtenues, les rassemblements, les mouvements de masse, etc. Ça, c'est à l'échelle du monde contemporain, ça. Parmi les obstacles que nous connaissons tous à la résurrection de l'idée de l'hypothèse communiste, on a évoqué la façon dont la deuxième voie a été barrée comme ça, mais il y a aussi une espèce de résurgence, là je parle au niveau philosophique, d'une vision conservatrice de l'être humain, c'est-à-dire que pour toute une tradition philosophique qui va de Hobbes jusqu'à des gens aujourd'hui comme Jean-Claude Milner, la politique est
ce qui permet la coexistence entre les êtres, une coexistence par définition dangereuse. En définitive, la politique, dans cette vision humaniste et conservatrice, consiste à empêcher les crimes d'advenir. Et la politique, en définitive, donc, repose sur la peur de l'autre. Et c'est peut-être ça un des plus grands obstacles aujourd'hui au retour en grâce de politiques d'émancipation. Donc vous, Alain Badiou, dans une tradition justement communiste et émancipatrice, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça et comment, à rebours de ça, définissez-vous la politique? Mais le capitalisme démocratique contemporain est un des plus grands criminels de l'histoire, tout de même, il faut bien voir ça. C'est quand même... je veux bien qu'on ait une éthique de proscription des crimes de masse, bien sûr, mais si on considère que c'est l'Occident tel qu'il est aujourd'hui qui est le mentor de cette affirmation, c'est quand même une plaisanterie. Si on fait le détail, si on veut compter les morts, comptons-les. Hein, comptons-les. Comptons les morts directement issus des impérialismes et de leur concurrence de 1850 à nos jours. On verra que c'est un champ de massacre sans précédent. Donc, la question des crimes existe, mais elle ne conduit nullement à la conclusion conservatrice. C'est ça que je pense. La conservation aujourd'hui, c'est une conservation qui probablement prépare de très grands crimes, au contraire. Parce qu'elle se terminera par la rivalité impitoyable des acteurs économiques du moment, laquelle a toujours conduit à la guerre. Et après tout, dans le monde d'aujourd'hui, la guerre rôde déjà. Elle rôde déjà. On peut penser que la situation dans le Moyen-Orient, à certains égards, ressemble beaucoup à la situation dans les Balkans avant la guerre de 14. C'est-à-dire un imbroglio de régions désétatisées, des bandes armées partout, toutes les grandes puissances qui s'en mêlent, qui envoient leur aviation, etc., etc. Et puis un beau jour, il y a un incident, ça a été l'attentat de Sarajevo en 14, ça peut être n'importe quoi aujourd'hui, et puis ça met le feu aux poudres. Et qu'à voir la situation aussi en mer de Chine, où tout le monde réarme avec ardeur. Donc, il ne faut pas nous présenter la situation actuelle comme une situation de tranquille économie des massacres de masse. J'avais eu une discussion avec Jean-Claude Milner à propos de la Libye sur ce point. Il disait que l'intervention en Libye était justifiée puisque un massacre allait se produire. Et maintenant, il s'en produit tous les jours, hein, depuis l'intervention. Le pays est complètement dévasté et démembré. Et donc, il faut y regarder à deux fois tout de même. Hein, à considérer que l'activité fondamentale, c'est de créer une police internationale contre les crimes. Parce que les polices internationales sont généralement elles-mêmes criminelles. Et si on veut la paix, ce n'est certainement pas dans la voie unique dominante qu'il y a actuellement qu'on va la trouver. Ce qu'on a vu émerger dans cette voie, ce sont de grands requins, de grands monstres étatiques au service d'un capitalisme rénové qui nous préparent une scène comparable à celle de la fin du XIXe siècle, où rivalité et puissance et principe de puissance l'emportant, on va voir des pathologies politiques de grande ampleur. Déjà maintenant, les nationalismes les plus épais réapparaissent partout, et il faut faire face à des figures comme Trump aux États-Unis, comme les dirigeants polonais ou les dirigeants hongrois, ou aux ambitions rénovées et quand même très actives des nouveaux venus, Chine ou Russie, qui demandent leur place, exactement comme l'Allemagne demandait sa place avant la guerre de 14. Donc, nous ne sommes pas du tout dans un monde où le conservatisme nous garantit quoi que ce soit. Si la politique ne vise pas à nous préserver les uns des autres, comme le pense toute cette lignée philosophique qui part de Hobbes, quel est son but fondamental? Le but fondamental de la politique, à mon avis, c'est qu'on puisse constater que l'humanité est en état de décider de son destin dans une figure fondamentalement pacifiée. Voilà, c'est ça. Et pour ça, il faut qu'elle se soustrait à un régime d'intérêt qui, parce que ce sont des régimes d'intérêt, sont concurrentiels par nature. Et donc, commençons par le commencement. Je ne dis pas que ça résoudra tous les problèmes. Commençons par faire en sorte que ces régimes d'intérêt
incroyablement dominant et dont la loi et la concentration ininterrompue soient quand même stoppées dans la prédation généralisée qu'ils organisent sur le monde. Et par conséquent, définissons la possibilité effective d'une voie de l'organisation des sociétés qui soit radicalement soustraite au capitalisme. Je terminerai cette séance, cet éloge de la politique, sur ma question initiale. Je vous demandais tout à l'heure, pour commencer, où est le refuge de la politique aujourd'hui. Donc je vous pose cette question d'autant plus que nous sommes dans une période électorale qui est dans nos esprits, même si ça n'est certainement pas la chose la plus intéressante dont nous ayons à discuter ce soir. Il se trouve, Alain Badiou, que vous ne votez pas, que vous ne votez plus, depuis très longtemps. Vous allez nous dire ça. Est-ce qu'une personne qui s'intéresse réellement à la politique aujourd'hui, justement, ne doit pas voter? Écoutez, je ne vais pas donner le conseil d'abstention généralisée, mais c'est parce que, au fond, ça serait un peu ostentatoire et stupide. Ce que je pense, c'est qu'il faut, nourrir en soi-même une très grande dose de scepticisme par rapport aux élections. Voilà. Je pense que le mieux est de ne rien en attendre. Après, quand on n'y va pas, ce n'est pas une question qui m'intéresse principalement. Moi, je n'en attends rien depuis juin 68. Quand j'ai vu que la conclusion d'un mouvement magnifique, formidable, ouvrier et étudiants, etc., de drapeaux rouges partout, se concluait par un misérable vote pour la plus épaisse des réactions qu'on ait jamais vues en France, je me suis dit, non, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine, je ne jouerai plus ce jeu-là. Mais ce n'est pas le point décisif. Le point décisif, c'est que la politique, telle que nous en avons parlé là amplement, la reconstitution, la renaissance de la politique, ne passe pas par là de façon essentielle. Elle ne passe pas par là, et donc il faut nourrir une solide indifférence à la politique, ne pas s'arracher les cheveux parce que un tel qui se présentait au nom de ceci ou de cela fait tout le contraire, etc. Les laisser dans leur marigot et faire ce que nous avons à faire. Voilà. Merci, Alain Badiou. À bientôt pour une nouvelle édition de Contre-courant. Si on entend par début l'apparition même de la possibilité de la politique, c'est-à-dire en vérité l'apparition du pouvoir d'État, il y a quelques millénaires, pas si longtemps finalement, il y a quelques millénaires est apparue cette question du pouvoir d'État, et le mot politique a suivi assez tardivement d'ailleurs. Même chez Platon, politeia ne signifie pas encore politique, plutôt la constitution, quelque chose comme ça. La politique a suivi ensuite, et elle a été rapidement définie de façon principale, malgré tout, comme la question du pouvoir. La question de l'occupation et de l'exercice du pouvoir d'État au regard de collectivités constituées, de collectivités dont on connaissait, dont on identifiait les membres. Et donc il y a une première définition de la politique qui est que, après tout, la politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. C'est une définition simple, mais qui traverse quand même toute l'histoire. Et de cette définition peut découler une conception, malgré tout, assez cynique de la politique, et faite de concurrence, de rivalité, de brutalité aussi, afin de conquérir le pouvoir, de s'y installer et de l'exercer comme on l'entend. Et il y a des théoriciens, malgré tout, de cette fonction spécifique de la politique comme exercice du pouvoir, le plus grand d'entre eux étant Machiavel. Machiavel a décrit de façon extrêmement subtile, technique, les procédures diverses de lutte pour le pouvoir et d'occupation du pouvoir. Il occupe ainsi une place exceptionnelle de théoricien de la politique, si on la conçoit ainsi. Il est vrai qu'aujourd'hui, on ne souhaite pas revenir longuement sur les épisodes dont vous êtes partis, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas grand-chose d'autre que cela, avec tout ce que ça implique,
de vilenie, de corruption, de mensonges, etc. Mais après tout, l'on a constaté au long de l'histoire, et dont celle que vous citez n'est qu'un épisode qui n'est pas d'ailleurs parmi les plus brillants, les plus même en termes de corruption. Alors voilà, c'est ça le champ général de la discussion. Et je voudrais juste ajouter un point plus moderne. L'idée s'est introduite assez tardivement, je pense, quelque part dans le XVIIIe siècle et ensuite dans les efforts des penseurs révolutionnaires du XIXe siècle. L'idée s'est introduite qu'à la fin des fins, il se pourrait qu'en réalité la justice soit incompatible avec le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir ne puisse être qu'un instrument transitoire, peut-être nécessaire, mais appelé à disparaître, de l'installation d'une justice qui, en quelque sorte, serait aux mains de l'humanité elle-même. Et alors ce serait ça l'achèvement de la tension, de la contradiction entre justice et pouvoir, cette idée qui est déjà présente dans la Révolution française sous la forme de la nécessité de la révolte contre tout pouvoir injuste. Donc le fait que le pouvoir injuste n'a pas droit au pouvoir, donc seule la justice a réellement droit au pouvoir, qui introduit en quelque sorte une orientation un peu nouvelle dans le champ politique tout entier. Votre système de philosophie générale définit, pour ceux qui le connaissent bien, la politique comme une procédure de vérité, à côté de l'amour, par exemple. Alors, en quel sens l'entendez-vous? Parce que pour le sens commun, aujourd'hui, rien n'est plus disjoint que ces deux termes, politique et vérité. Oui, et d'ailleurs, pour revenir à Machiavel, il a largement défini la politique comme un art souverain du mensonge. L'habileté à mentir a toujours été considérée comme... Déjà, Machiavel montrait que ces ingrédients étaient fortement liés à la question de la politique et de son exercice. Et puis, il s'est constitué, dans une histoire très tourmentée, une autre conception de la politique, qui était que la politique, ça avait une relation constitutive avec la justice. Alors, la justice, c'est une notion très compliquée, à vrai dire, et les philosophes se sont escrimés tout le long de leur histoire de tenter d'en donner une définition précise. Mais en tout cas, si on définit la politique dans une relation quelconque avec la justice, on ne peut plus la définir simplement comme la conquête et l'exercice du pouvoir, mais ça devient de façon centrale la question de qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir juste. Qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir juste? Et le débat sur la politique concerne pas tant la pratique et l'exercice du pouvoir que sa nature propre, sa relation à la collectivité et les objectifs qui sont les siens. Alors entre la politique définie comme pouvoir, c'est-à-dire basculer entièrement du côté de la puissance de l'État, et la politique définie comme justice, c'est-à-dire plutôt basculer du côté de qu'en est-il dans cette affaire de la collectivité, de la relation entre ses membres, de ses aspirations qui sont les siennes, qu'en est-il de catégories comme l'égalité, la liberté, etc. Il y a à la fois un lien et un conflit, et c'est comme ça que je répondrai à votre question, il y a un lien et un conflit. Il y a un lien parce que, en définitive, il n'est quand même pas vrai que la justice puisse rester une idée purement abstraite et n'avoir aucun pouvoir. Donc la justice, c'est aussi la question du pouvoir juste. Et d'un autre côté, le pouvoir séparé de la notion de justice est effectivement exposé à toutes les dégénérescences que... Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce contre-courant exceptionnellement sans invité, où Alain Badiou aura la possibilité de s'exprimer longuement sur son rapport à la politique. Curieuse idée, nous direz-vous, de se lancer dans un éloge de la politique, comme ce soir, à quelques semaines à peine du premier tour d'une élection présidentielle,
où celle-ci aura avant tout brillé par l'exhibition d'un paysage décomposé, livré aux seuls appétits de pouvoirs concurrents, réduit de manière toujours plus frappante à de véritables jeux du cirque. Qu'y a-t-il dans tout cela qui soit susceptible d'intéresser le philosophe? Qu'y a-t-il encore de proprement démocratique dans ce spectacle organisé à échéance fixe? Où est le refuge de la politique aujourd'hui, s'il existe encore? Autant de questions auxquelles nous aurons à faire face ce soir. Alain Badiou, je commencerai par une question très simple. La politique peut-elle être autre chose, justement, que cette quête forcenée du pouvoir? Que répondez-vous à ceux, notamment aux jeunes gens, qui ne peuvent plus envisager la politique autrement que comme le lieu d'affrontement des cynismes et des opportunismes? C'est une longue histoire, n'est-ce pas? C'est une longue histoire parce que, en vérité, je pense qu'il y a eu dès le début, non pas comme une vertu, mais comme une nécessité du personnel politique en général, et aussi d'être en état de conquérir le pouvoir en faisant des promesses qui ne seront pas tenues. Ça, presque tout le monde connaît cette dimension de la politique. En vérité, quand je définis la politique comme une procédure de vérité, j'entends évidemment la politique en un des sens que nous venons de parcourir, de définir. C'est la politique en tant qu'elle est organiquement liée à la catégorie de justice. Et en même temps, la politique est une pratique, un processus. Il faut des acteurs, il faut des militants, il faut des organisations, il faut des mouvements populaires, etc. Il y a toute une série de caractéristiques descriptives de la politique au sens où j'en parle ici. Et tout cela combiné est en effet un processus dont on peut dire qu'il fait vérité de ce que la collectivité mérite d'être. C'est-à-dire une collectivité qui ne serait plus composée ou soumise à des autorités arbitraires ou à des divisions inexplicables, mais une communauté, une collectivité qui serait à elle-même son propre guide, sa propre orientation, et avec une norme qui serait une norme de justice. Autrement dit, chaque fois qu'apparaît dans le champ politique une nouveauté de ce genre, c'est-à-dire chaque fois qu'apparaît la possibilité nouvelle d'en finir avec un vieil ordre injuste, inégalitaire et divisé, au profit d'un ordre qui pourrait se représenter comme un ordre de la collaboration des agents entre eux et d'une maîtrise de l'humanité sur son propre destin. À chaque fois qu'apparaît quelque chose comme cela, c'est une invention, en réalité, c'est une